Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Tout de suite, le sommaire de ce journal. À la une de l'actualité de ce mardi 18 novembre, le défilé de plusieurs personnes devant le juge chargé du premier cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier pour interrogatoire. Ce sera à partir de vendredi. Parmi elles, 2 frères de Farba Ngom, le fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba et son chauffeur, l'artiste Wally Seck et l'homme d'affaires Mamadou Racine Sy. Exécution du budget 2025 au 3e trimestre, près de 3 000 milliards mobilisés en recettes fiscales. Les impôts directs ont nettement augmenté. Les détails dans un instant. En sport, le carton de l'équipe nationale du Sénégal de football contre le Kenya en match amical, 8-0, dont un triplé de Sadio Mané, et le premier but de l'un des nouveaux arrivants dans la tanière. Nous ouvrons ce journal sur la série d'auditions qui s'ouvre ce vendredi au premier cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier du tribunal hors classe de Dakar. Le juge instructeur a informé les avocats des inculpés des dates des interrogatoires ainsi que de l'ordre de passage. Plus de détails avec Mamadou Fall. Frère Biran est programmé le 28 novembre. Le premier cabinet d'instruction du pôle judiciaire financier a convoqué les conseils des personnes citées dans l'affaire dite des 125 milliards qui a révélé des ramifications présentant des transferts de capitaux douteux selon la CENTIF. Ismaël Ngom, frère de Farba Ngom, sera entendu au fond le 24 novembre à partir de 10 h, tandis que l'autre frère Biran est programmé le 28 novembre à la même heure. Les frères Ngom sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. Des infractions qui les lient à la même affaire que leur aîné. Mamadou Racine Sy, inculpé, avait cautionné 795 millions pour obtenir une liberté provisoire. Son audition au fond est fixée le 28 novembre 2025. Concernant Bokar Daf, ex-DG de la CEMU, il sera entendu le 1er décembre. D'ailleurs, il était inculpé pour un virement de 35 millions, ce qui lui a valu un placement sous contrôle judiciaire. Wally Seck sera à son tour auditionné le 2 décembre. Il avait été cité par rapport à la vente d'une voiture Rolls-Royce pour un montant de 210 millions au fils de l'ancien chef de l'État Macky Sall. Le chanteur avait cautionné 210 millions pour obtenir la liberté provisoire. Ibrahim Abba, fils de l'ancien Premier ministre Amadou Ba et son chauffeur Cheikh Tidiane Seck seront entendus le 3 et le 4 novembre. Ils sont inculpés sur l'affaire dite prosaïquement, le scandale Amadou Sall. Sachez par ailleurs que dans le cadre de l'enquête concernant le dossier Azer, le député Thierno Alassane Sall a reçu une convocation pour demain mercredi 19 novembre à 10 h à la section de recherche 6 à la gendarmerie nationale. Dans cette affaire, rappelons que Thierno Alassane Sall avait saisi le pôle judiciaire financier d'une plainte contre X. Venons-en maintenant au rapport d'exécution budgétaire pour le 3e trimestre de l'année 2025. Ce rapport met en lumière une performance notable en matière de recettes fiscales. Des recettes fiscales qui s'élèvent à 3 000 milliards mobilisés sur les 9 premiers mois de l'année en cours. Sachez que pour les impôts directs, on a mobilisé plus de 1 000 milliards de francs CFA, soit 81% de la cible annuelle. Alors on me dit que l'élément est bon. Écoutons à ce sujet le récit de Maïmouna Ndiaye. 9,6 milliards. Globalement, les recettes fiscales cumulées s'établissent à 2 987,9 milliards de francs CFA, représentant 72,9% de l'objectif annuel de 4 099,6 milliards. Par rapport à la même période en 2024, cela correspond à une progression de 211,1%, soit plus de 7,6%, signe d'un dynamisme soutenu de la mobilisation des ressources internes. L'impôt sur les sociétés se distingue avec une réalisation supérieure à 100%,
À la date du 30 septembre, 432,9 milliards ont été collectés pour une cible annuelle de 429,9 milliards, soit 100,7% de réalisation. Une performance dite exceptionnelle dans le présent rapport. L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières enregistre quant à lui la plus forte performance avec 111,5 milliards collectés pour un objectif de 86,6 milliards. Son taux de réalisation s'élève à 128,7%, confirmant une dynamique particulièrement robuste dans ce segment. À l'inverse, l'impôt sur le revenu classique affiche un retard. Les recettes atteignent 578,1 milliards, soit 68,1% de la cible annuelle de 849,2 milliards. La taxe sur la plus-value immobilière reste le poste le plus en retrait avec seulement 57,1% selon le document. Les impôts indirects dominés par les taxes sur les biens et services, dont la TVA, totalisent 1661,2 milliards de francs CFA, soit 67,2% de l'objectif annuel. Ce niveau représente une hausse de 86,1 milliards, plus de 5% par rapport à la même période de l'année précédente. Le rapport précise que cette progression est notamment portée par la taxe spéciale sur le ciment et la taxe sur les contrats d'assurance qui ont soutenu la dynamique des recettes indirectes. Dans le secteur de l'éducation, l'actualité reste dominée par le débrayage décrété aujourd'hui par le G7, le groupe des 7 syndicats d'enseignants les plus représentatifs, et la grève prévue demain dans les écoles. Le G7 qui dénonce le silence des autorités sur ces revendications. Ce matin, au CM Djidé Thiaroye Kao, les cours ont été perturbés par ce mot d'ordre. Certains enseignants ont débrayé dès 9 h, tandis que d'autres ont assuré leurs enseignements. Une situation qui crée des inégalités dans l'apprentissage et inquiète le système éducatif. Reportage Abib Faye. Dans cet établissement scolaire, la mobilisation est à géométrie variable. Certains enseignants ont respecté le débrayage annoncé, tandis que d'autres ont maintenu les cours. Résultat, des salles de classe actives et d'autres complètement à l'arrêt. On repart par rapport au programme, parce que dans chaque discipline, il y a un programme qui est affecté à chaque discipline. Maintenant, vu que si on répète le débrayage pendant un certain temps, cela aura des incidences sur les enseignements apprentissages, de telle sorte que pour les classes d'examen, à la fin de l'année, tu n'auras pas la capacité de terminer ton programme, et si tu le termines à la HAP. Au CM Djidé Thiaroye Kao, les élèves poursuivent normalement leur apprentissage, une exception dans une matinée marquée par les perturbations. Il faudra changer de forme, n'est-ce pas, de changer la forme de grève, créer aussi d'autres structures, n'est-ce pas, qui vont permettre de prendre ces gens-là, même s'ils sont en grève, de prendre ces élèves-là en charge. Une paralysie qui, selon eux, fragilise chaque année un peu plus le système éducatif déjà confronté à de nombreuses difficultés. Parce qu'il quitte chez soi, il a cours normalement de 8 h à 15 h, bien 16 h. À 10 h, on arrête les cours. Généralement, beaucoup d'élèves vont à la page, bien vont vaquer à d'autres occupations qui sont hors scolaire, et cela peut avoir aussi des conséquences. Pour les enseignants, la situation devient difficilement gérable. Ils dénoncent ce qu'ils décrivent comme un jeu de cache-cache permanent entre l'État du Sénégal et le corps enseignant, chacun campant sur ses positions en attendant des concessions. Toujours dans cette actualité, la Fédération nationale de l'éducation démocratique de l'éducation, de la formation et de la recherche, FEDEFOR CFA, exige la signature rapide des décrets portant statut des enseignants décisionnaires. Face à la presse, la FEDEFOR a interpellé directement le chef de l'État et affirmé que pour garantir la stabilité du système éducatif, le gouvernement doit régler définitivement cette question ainsi que l'ensemble des points contenus dans les accords.
Selon les syndicalistes, il s'agit de la condition sine qua non pour éviter une nouvelle crise dans le secteur. À ce sujet, écoutons Ngor Ndiaye, coordonnateur national de la FEDEFOR, au micro de Al-Hassan Ba et Amadou Ba. FEDEFOR CSA exige la signature imminente de ces décrets-là. Il n'y a plus à attendre. Il y a beaucoup de promesses non tenues sur la question. Et nous interpellons le président de la République sur cette question spécifique. Nos camarades ne peuvent plus continuer à souffrir. Il faut que ça cesse. C'est une invite que nous faisons au président de la République. C'est lui qui doit signer ces décrets-là. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la signature effective de ces décrets? La FEDEFOR insiste, parce que tant que ces décrets ne sont pas signés, l'école sera en ébullition. Et je pense que cette crise profonde, on peut l'éviter par la signature de ces décrets-là, pour quand même abréger la souffrance de nos camarades décisionnaires. Et en même temps, nous demandons l'augmentation optionnelle de l'âge de la retraite. Si les décrets sont signés sans que l'âge de la retraite ne soit augmenté, la question reste entière, le problème reste entier. Tout autre chose maintenant avec l'état civil dans la région de Tambacounda qui est dans un état critique. On note des pourcentages élevés de non-déclaration tant pour les naissances, les mariages que pour les décès. L'Agence nationale de l'état civil a fait de cette région frontalière un enjeu prioritaire de la réunion qui s'est tenue hier à Tambacounda. Pour y remédier donc, les autorités prônent le rapprochement des services, la modernisation et la digitalisation de l'état civil. Écoutons Mamadou Tunkara, PCS de l'ANEC, qui est au micro de Mamadou Diouf. C'est tout honneur aujourd'hui d'être là dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'état civil, dont le démarrage a été acté aujourd'hui par un CRD présidé par Madame le gouverneur. J'ai dit, je le rappelle, Tamba est frontalier au Mali, Tamba est frontalier au Guinée et Tamba est frontalier à la Gambie. Donc, naturellement, il faudra passer à la digitalisation pour sécuriser, pour savoir qui est sénégalais et qui n'est pas sénégalais, parce que tout le monde entre, tout le monde sort, et Tamba est une porte d'entrée, Tamba est fragile. Donc Tamba doit être priorisé sur l'aspect de la digitalisation et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avec la révolution de l'acte 4 de la décentralisation avec les pôles territoires, donc les collectivités territoriales sont bien sûr attendues sur ce terrain-là pour vulgariser et sensibiliser l'état civil. L'état civil, c'est notre histoire. Et notre histoire commence par l'état civil. Aujourd'hui, si vous êtes là en tant qu'organe de presse, c'est parce que vous avez été identifié. Votre histoire sera décrite. Mais à la base, c'est l'état civil qui a permis que cette histoire soit dite. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, les collectivités territoriales sont invitées à participer à cette campagne de vulgarisation et de sensibilisation de l'état civil et surtout des activités de l'ANEC. Réviser les lois pour l'accès des femmes aux mécanismes de financement et en particulier réformer le code de la famille, ce sont les propositions faites par des organisations de femmes de la région de Ziguinchor pour améliorer l'avant-projet, dans le cadre de l'amélioration de l'avant-projet de loi d'orientation portant autonomisation économique de la femme sénégalaise. Ces propositions ont été faites lors d'un atelier de partage sur cette loi d'orientation. Le gouverneur de Ziguinchor s'en explique au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Il s'appelle Aluseinou Bangoa, il est le gouverneur adjoint chargé du développement. Un atelier pour donc convier les organisations de femmes et échanger avec elles sur l'avant-projet de cette loi qui effectivement concerne l'avenir donc de la femme
au Sénégal, ainsi que sur aussi les défis à relever. Le ministère pouvait bel et bien donc organiser un atelier à Dakar, réunir les organisations de femmes à l'échelle nationale, mais le ministère a préféré justement organiser des ateliers régionaux en nous permettant, nous, acteurs départementaux, acteurs vraiment régionaux, de proposer vraiment des solutions, d'avoir donc déjà le projet, l'avant-projet de loi, de donc l'exploiter, d'en savoir un peu plus sur le contenu et surtout de formuler des propositions allant dans le sens de l'améliorer. Et c'est donc dans ce sens que des propositions sont sorties sur, par exemple, la réforme du code de la famille, sur également la réforme donc sur la place de la femme dans les instances de décision et sur surtout l'adaptation des mécanismes de financement, de formation professionnelle, d'entrepreneuriat donc au profit des femmes. Les opérations de déguerpissement se poursuivent à Dakar. Le rond-point Liberté 6 a été la cible des bulldozers emportant les tabliers. Ces déguerpissements suscitent un débat entre l'ordre urbain et la réalité sociale du Sénégal. Reportage Diafaraba et Ibrahima Kamara. Rond-point Liberté 6, jadis transformé en marché, offrait un décor qui commence à disparaître. La politique de désencombrement des rues de Dakar continue de changer le visage de la capitale sénégalaise aux grands dames des marchands et tabliers qui manifestent leur amertume. Dans un pays normal, un jeune qui veut travailler, il faut l'aider, l'encourager à aller de l'avant. Mais de la sorte, nous avons l'impression qu'on nous décourage même. Nous ne sommes pas contre le déguerpissement, mais ça aurait été mieux de nous trouver d'abord un endroit où nous caser. L'État devrait commencer par là d'abord. Entre les dédales des tables, les jeunes commerçants se tournent les pouces en essayant de s'enivrer pour noyer leur désolation entre camarades. Nous sommes conscients que nous n'avons pas le droit d'occuper la voie publique, ça on le sait, mais l'État aurait dû quand même nous organiser pour qu'on puisse mieux occuper l'espace public sans pour autant gêner. Il est difficile de trouver du travail au Sénégal. Nous n'avons pas d'usines, encore moins des entreprises qui sont capables de recruter tous ces jeunes que vous voyez. Dans les prochains jours, le rond-point Liberté 6 va changer, laissant derrière lui tout un lot de désolation. Entre reconversion professionnelle et occupation utile, les chances de ces jeunes s'envolent vers des lendemains incertains. Allons à présent à Thiès où le maire Babacar Diop, accompagné d'une partie du conseil municipal, s'est rendu à Diogo pour discuter avec les autorités de GCO, l'entreprise minière qui exploite le zircon, entre autres terres minéralisées. Il a demandé à l'entreprise d'être plus proche des populations pour que l'exploitation minière puisse bénéficier à tout le monde. Reportage Charante Diop et c'est la tire. Presque chaque jour, les trains transportant du zircon de GCO traversent la ville de Thiès, impactés directement par l'action de l'entreprise. C'est pourquoi le maire de Thiès s'est rendu à Diogo pour rencontrer le directeur général de GCO en vue de nouer un partenariat. J'ai pu échanger avec l'équipe que j'ai trouvée sur place, une équipe très responsable, une équipe très ouverte. Nous avons eu beaucoup de difficultés, des conflits à gérer, mais j'ai toujours trouvé une équipe très responsable. Le maire de Thiès en a profité pour exhorter les entreprises extractives à prendre en compte les préoccupations des populations impactées. Il y a une nécessité d'évoluer vers une entreprise responsabilité ou entreprise service qui est une entreprise plus humaine et en tout cas plus proche des préoccupations des couches vulnérables, plus soucieuses pour aller dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Selon le directeur général d'Eramet de Grande-Côte, cette rencontre ouvre des pistes de partenariat, de collaboration. Nous tenons vraiment à échanger avec les élus, à échanger avec les populations pour essayer de trouver des pistes de collaboration, de travail pour que l'exploitation minière puisse bénéficier à tout le monde.
Pour rappel, au mois d'avril dernier, le train de GCO traversant Thiès avait violemment percuté un enfant qui est décédé sur le coup, provoquant la colère des populations de la cité du Rail. Crise au sommet de l'État. Babacar Gaye invite l'opposition à ne pas être attentiste, mais à prendre ses responsabilités, non pas pour choisir un camp, mais pour lancer des initiatives. Une position qui peut, selon l'ancien ministre, aller dans le sens d'un apaisement face à une situation socio-économique déjà difficile qui peut, à son avis, déboucher sur d'autres crises. Le président du mouvement Manko Mouch, interrogé par Rokhayatine. Est très complexe, de nature à ce que l'opposition semble aujourd'hui être un tout petit peu attentive ou attentiste. C'est difficile de faire un choix de cette nature dans la mesure où l'opposition s'opposait à un régime qui aujourd'hui est en train de se diviser en deux camps. Il y a aujourd'hui une difficulté réelle à faire un choix. Mais je pense qu'il ne s'agit pas réellement de faire un choix, il s'agit de prendre ses responsabilités par rapport à la situation économique, financière du Sénégal qui peut déboucher sur une situation politique difficile si nous ne sommes pas là-dedans déjà. C'est pourquoi je m'attends à ce qu'il y ait des initiatives certainement qui seront prises par certaines forces politiques, comme d'habitude, quand le Sénégal est en difficulté. On entendait Amath Dansokho prendre position, on entendait certaines forces politiques qui n'étaient pas du tout du côté du pouvoir, mais pour l'intérêt national, décider en réalité de s'immiscer dans ce qui se passe. Ce n'est pas arbitré, mais c'est prendre ses responsabilités de mon point de vue. Les propos de Babacar Gaye au micro de Rokhaya Tchane et non pas Rokhayatine. Toujours dans cette actualité, lettre ouverte de Biram Da Ould Abeid au duo Diomaye Sonko, le leader de l'initiative de résurgence abolitionniste IRA, appelle à l'entente entre les deux hommes et à la paix pour la réalisation de la révolution africaine telle que plaidée par les membres du PASTEF. Biram Da Ould Abeid ne veut pas d'une crise interne entre membres du PASTEF. Nous l'écoutons. Ousmane Sonko, Diomaye Faye, El Malick Ndiaye, Maïmouna Bousso, Dame Mbodj et d'autres, c'est pour leur dire, mes jeunes frères et sœurs, vous avez réalisé un exploit représentatif de toute la jeunesse de l'Afrique. Un exploit qui a nourri l'espoir de l'élite militante et combattante africaine, qui a nourri l'espoir de la jeunesse panafricaine. Cet espoir pourrait, s'il se réalise, pourrait constituer la concrétisation des rêves des martyrs, des bâtisseurs, des pionniers du chemin de la dignité pour les Africains. L'Afrique a besoin de recouvrer sa dignité. L'Afrique a besoin de reconquérir l'indépendance, la vraie, la prospérité, de reconquérir l'autorité des populations africaines, des peuples africains, sur leur bien, sur leur destin, sur leur gouvernance. À chaque fois que l'Afrique tente de se tenir debout, les forces rétrogrades et centrifuges de l'intérieur et de l'extérieur, doublées du néocapitalisme, assassinent les rêves. Nous sommes dans l'obligation
avec humilité, d'attirer votre attention, chers jeunes frères et sœurs. Vous n'avez pas droit à l'erreur, et surtout la révolution du PASTEF. Évoquons à présent cette série d'audiences accordées par le président de la République aux autorités judiciaires et à l'ordre des avocats. Ce mardi, Bassirou Diomaye Faye a reçu Maître Ali Fall, le bâtonnier de l'ordre des avocats. La page Facebook de la présidence de la République informe que les discussions ont porté sur les défis et perspectives de la profession d'avocat, le renforcement de l'état de droit et l'accompagnement des réformes structurelles visant à bâtir une justice plus accessible, plus efficace et davantage respectueuse des droits fondamentaux. Toujours dans la journée de ce 18 novembre, le président de la République a également reçu en audience le premier président de la Cour suprême, M. Mohamedou Mansour Mbaye. Selon la présidence de la République, la rencontre a permis de faire le point sur le travail de la juridiction, son rôle dans la consolidation de l'état de droit, les chantiers engagés pour améliorer la qualité du service public de la justice. Je rappelle que vendredi dernier, le chef de l'État avait accordé une audience à la présidente du Conseil constitutionnel. L'actualité des sports à présent avec les Lions du Sénégal qui ont survolé leur deuxième match amical du mois de novembre à Antalya, écrasant le Kenya 8-0. Sadio Mané s'offre un triplé, Nicolas Jackson marque 2 fois et Ibrahim Mbaye, Malik Diouf et Chérif Ndiaye complètent la fête. Pape Thiaw se réjouit, ces joueurs ont montré toute leur maîtrise et leur détermination sur le terrain. Voici Pape Thiaw, le sélectionneur national. Quand tu as des joueurs qui sont compétiteurs et surtout que des joueurs qui n'aiment pas perdre, qui sortent sur une défaite et derrière on avait un match, on savait qu'un adversaire qui est redoutable, qui pouvait nous poser des problèmes et on les a bien analysés et les consignes ont été bien respectées et je pense que ça a été, c'est très important, je trouve, parce que... Pourquoi c'est très important? Parce que des matchs comme ça où on s'est décanté très vite et je vois que l'équipe respecte les choses et respecte l'adversaire surtout et je trouve ça c'est très très important. Aussi vous venez de me dire qu'on vient d'effacer un record, mais bon, après nous on n'est pas dans ça. On voulait juste gagner ce match, faire un match sérieux, un match correct et chose faite et félicitations aux joueurs. On est dans une compétition juste en ayant un seul système parce que parfois avec les contextes des matchs, ça peut changer. Donc après quand on a des joueurs très impliqués et aussi qui sont intelligents, et pourtant on l'a travaillé qu'une fois et bon après c'est sûr que certains qui vont dire ouais, l'adversaire, mais je pense que quand on voit sur les lignes, entre les lignes, comment ils étaient bien positionnés et puis quand pour récupérer la balle à la perte, aussi comment on était disposé, je pense qu'ils ont respecté les consignes. Voilà qui met fin à ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, notre invité de ce soir.